Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, j'ai enchaîné pas mal de lectures et je commence à avoir une pile de livres à vous présenter qui grandit, 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 grandit. Et je me suis dit qu'il serait temps que j'en sorte quelques-uns et que je vous les présente. Alors, c'est Loïc, aka Red Reading, et aujourd'hui, je te présente 4 de mes dernières lectures. Le premier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Ella la promise, le tome 1 de la série Witch and God de Liv Stones, publié aux éditions BMR. Dans ce titre, on y suit Ella, qui est la benjamine d'une fratrie de 3 sorcières, Circé, Méroé et Ella. Ella, elle a une petite particularité, c'est que c'est une sorcière sans don, à savoir qu'elle ne peut pas faire de magie, qu'elle n'a aucun pouvoir, et que donc depuis son plus jeune âge, elle a été mise de côté de son couvent, et qu'elle suit donc des études d'art à l'université au milieu des humains. Dans l'univers qu'a créé Liv Stones pour son roman, les dieux et les sorcières se vouent une haine féroce et il y a eu une énorme guerre qui a eu lieu il y a plus d'une centaine d'années et qui s'est terminée, entre guillemets, par la destruction de l'Olympe, l'impossibilité aux dieux donc de rejoindre l'Olympe et du côté des sorcières, par la mort d'Hécate, la déesse qui les représente. Afin de mettre un terme à toutes ces décennies et ces siècles de haine et de guerre, il est décidé qu'un mariage arrangé entre Deimos, le dieu de la terreur, et Méroé, la sœur cadette, celle du milieu, oui, va être donc organisé afin donc d'entériner l'âge de guerre. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, car Deimos, lui, va au dernier moment choisir comme épouse Ella, la sorcière, sans don. Vous vous doutez bien entendu, que ce n'est pas une union qui est faite simplement pour mettre fin à la guerre et que chacun des deux camps y voit un intérêt particulier. Du côté des sorcières, par exemple, elles vont charger donc Ella de récupérer de l'icor, qui est donc le sang des dieux, afin de redonner corps à Hécate et ainsi retrouver leur guide suprême. J'ai beaucoup aimé ce roman de Liv Stones. Et une chose en particulier que j'ai appréciée, c'est la plume légère, fluide et addictive de l'auteur qui, je trouve, va parfaitement avec son univers car elle contraste avec la richesse et la lourdeur de ce dernier. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste que Liv Stone a créé un univers extrêmement développé avec beaucoup de personnages, des dieux, des sorcières, il y a beaucoup de lieux, parce qu'on va franchement, on va se trimballer, on va aller en Grèce, on va aller donc aux États-Unis, on va aller dans différentes villes, on va faire la rencontre de plein de créatures mystiques. En même temps, on va y découvrir des mythes, des légendes. Et tout ça, si ça avait été écrit avec une plume très littéraire, très recherchée, on aurait eu une lourdeur qui nous aurait lassé et qui ne nous aurait pas permis de nous plonger entièrement dans cette lecture. Donc sur ce point-là, c'était un super bon point. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée avec ce roman, c'est la richesse des personnages. On a, comme je vous l'ai dit, pas mal de dieux, on a des sorcières, et tous ont une importance dans l'histoire, et l'auteur leur a développé, leur a donné une véritable personnalité. Ils ne sont pas là pour faire potiche, cruche, ou simplement être là dans le décor. Non, ils vont vraiment apporter quelque chose à l'histoire, et vont même apporter des pièces et commencer à poser des pièces pour les prochains romans. Je pense par exemple à Circé avec Hermès, qui est, je crois, le tome 2, et leurs petites interactions nous donnent vraiment envie d'en savoir plus. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'auteur ait dépeint un univers qui n'est pas manichéen, que ce soit du côté des dieux ou du côté des sorcières, rien n'est noir et blanc. On pourrait par exemple penser que Deimos, qui est le dieu de la terreur, va être uniquement fait de terreur et rien de plus. Pourtant, l'auteur, en fait, l'a décrit de manière à ce que petit à petit, on découvre d'autres facettes de lui et qu'on découvre que derrière cette façade très froide, qui inspire la terreur, eh ben, il est aussi quelqu'un de très passionnel, de quelqu'un de très aimant et de quelqu'un qui est très dévoué à sa famille. De l'autre côté, on a Ella qui, elle aussi, va découvrir en fait que son monde n'est pas fait que de noir et de blanc. Elle a toujours eu une confiance aveugle dans les guides, donc dans les sorcières qui guident son coven, et elle va découvrir en fait que bien qu'elle pensait toujours être dans le bon,
et que les sorcières, c'était les gentils et les dieux, c'était les méchants, et ben en fait que cette frontière, elle n'est pas si franche que ça, et qu'il y a tout un dégradé de couleurs, tout un dégradé de gris, si je puis dire plutôt, et que, eh ben, même de son camp à elle, euh, ces guides, elles ont des actions et des souhaits qui ne sont pas si purs que ça, et qui ne sont pas aussi du bon côté, si je puis dire. Donc on va voir Ella qui va vraiment remettre beaucoup de choses en question et qui va se découvrir petit à petit, surtout que au contact de Deimos, eh ben, elle va finalement ne pas être une sorcière avec si peu donc ça. Mais bon, en tout cas, ça, vous laisse le découvrir. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une série dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'enchaîner les tomes 2 et 3. Pas spécialement parce que, en fait, j'ai envie de lire l'histoire de Circé de Méroé. Enfin, Circé et Hermès ont l'air d'être un couple qui, avec un bon petit côté Enemies to Lovers qui promet, mais c'est surtout que j'ai envie de découvrir la deuxième série dérivée de cet univers pour pouvoir en savoir plus sur Phobos, le frère de Deimos, dieu de la peur, qu'on a découvert légèrement dans ce roman et qui a, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup à apporter et qui peut présenter une histoire extrêmement passionnante. Le deuxième roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cal Dietrich. C'est un roman young adulte publié aux éditions PKJ dans lequel on y suit Ruben, Zach, Angel et John, qui sont les 4 membres du célèbre groupe Saturday. Saturday, c'est un boys band qui a été créé lors d'un camp organisé donc par une grande maison de disques afin de former donc un boys band qui serait mondialement connu. C'est le cas, la réussite est là et on commence le roman donc directement par la fin de la tournée américaine. On va y suivre principalement Ruben et Zach. Ruben, c'est un jeune homme homosexuel d'une vingtaine d'années qui, depuis la création du groupe, donc depuis ses 16 ans, ne cesse de demander de faire son coming out afin d'être le plus honnête envers son public. Il a pour meilleur ami Zach, qui est un membre donc du groupe et qui lui est hétérosexuel, mais qui petit à petit va remettre en question les sentiments qu'il porte pour Ruben et découvrir en fait que l'attachement qu'il a, c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Va donc commencer une relation amoureuse entre les 2 jeunes hommes qui va donc se poursuivre pendant le début de la tournée européenne. Dès le début, ils sont francs, honnêtes, ils ne veulent pas que ça soit caché ou qu'il puisse avoir de scandale de créer, donc ils vont le dire donc aux 2 autres membres du groupe, Angel et John, et ils vont aussi en faire part à la maison de disques en leur disant que à terme, ils souhaitent faire leur coming out afin d'être, encore une fois, le plus honnête possible avec leurs fans. Au début, on a la maison de disques qui va faire que repousser l'échéance, à savoir, oui, on va attendre telle date, puis on va attendre ceci, puis on va attendre la Russie parce que le public, il est un petit peu homophobe, et puis faut nous laisser le temps de préparer tout parce que vous comprenez, votre public, il est principalement féminin, et ça pourrait entacher votre réputation et avoir des conséquences sur les ventes et donc sur le succès du groupe et donc sur la maison de disques et les autres membres. Donc au début, en fait, Ruben et Zach, ils acceptent ça et ils acceptent donc d'avoir une relation secrète. Voilà. Sauf que tout va pas se passer aussi bien que ça et c'est ce qu'on va suivre donc dans tout ce roman. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce titre, c'est que contrairement en fait à Kiss and Tell, qui est un autre roman donc publié dernièrement et qui traite donc du sujet de l'homosexualité dans un groupe, c'est qu'on ne traite pas uniquement de la romance. Certes, c'est un point très important, vu que c'est une romance au sein d'un groupe de musique, mais pour autant, en fait, on va y suivre en fait la vie du groupe en elle-même et dans ses bons et ses mauvais moments. Et on va aussi y suivre donc tous les autres personnages. On va y suivre la difficulté qu'ils ont, on va y suivre la pression médiatique qu'ils endurent, on va y suivre tout ce que
la maison de disques, que ce soit le côté marketing, le côté communication, leur impose. Par exemple, Angel, à qui on demande d'être le petit saint du groupe, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est une pile électrique, pleine de bonne humeur, qui pourrait sauter partout, et qui en plus traverse une passe très très difficile et qui sombre de plus en plus. On a John, qui est lui un personnage qui est un peu, lui, pour le coup, le saint, le personnage candide, très propre. En fait, c'est le gendre parfait, à qui, lui, par contre, on demande d'être un personnage hyper sexualisé, alors que c'est à l'opposé de ce qu'il est. Voilà. On y suit aussi Zach, à qui on demande d'être une pop star et de chanter, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est être parolier. Et à chaque coup, on va lui refuser ses titres, on va lui dire parce que c'est trop rock, alors que le public est trop pop. De l'autre côté, on a aussi Ruben, qui lui est un chanteur qui chante des comédies musicales depuis qu'il est tout petit, donc qui a une amplitude vocale qui est énorme et qu'on met dans l'ombre et qu'on empêche donc tout son potentiel de briller. En fait, on y voit tout ça et aussi on y voit surtout en fait que petit à petit, le groupe commence à craquer sous la pression. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça super bien parce qu'en fait, ça a apporté beaucoup de force en fait à la romance parce qu'on y suit en fait les doutes des deux côtés. On y suit Ruben qui lui veut faire son coming out mais qui en même temps ne veut pas non plus que ça entache sa célébrité, surtout qu'il a une mère qui le pousse à être parfait, à réussir. On a Zach qui essaye de contenter tout le monde. On a John qui essaye d'être le lien qui fait une espèce de glue qui maintient tout le monde ensemble et qui maintient la paix au sein du groupe. Enfin, on a Angel qui commence à n'en plus pouvoir et qui craque, qui va tomber dans la drogue, l'alcool, la fête et autres. Et j'ai trouvé ça excellent. En plus, franchement, les auteurs ont fait un boulot excellent. Elles ont développé leurs personnages, elles ont été au bout des choses, elles n'ont pas eu peur de mettre des mots, n'ont pas eu peur non plus de parler de sexualité alors qu'on est dans un roman young adult. Alors certes, il n'y a pas de scène érotique, on est sur du close door la plupart du temps, mais pour autant, si ça existe, et franchement, c'est hyper addictif. C'est une lecture que j'ai adorée et que j'ai enchaînée. Le troisième roman que je voudrais vous présenter, il s'agit donc de Le sang qui nous lie, le tome 1 de Sang Royal, la série donc vampiresque de Carla Nicole, publiée aux éditions Bookmark. Dans ce titre, on y est dans une civilisation, dans un monde où les vampires et les humains cohabitent. On a donc par contre toute une hiérarchie qui existe dans le monde des vampires, à savoir qu'on a les sangs purs, à savoir que leur sang n'est pas dilué avec du sang humain. Et petit à petit, on a les premières générations qui ont un peu été diluées, les secondes, et ainsi de suite. Haruka, lui, c'est l'un des derniers sangs purs, qui était donc le chef des vampires aristocratiques du Japon, qui, suite à la rupture du lien qui l'unissait avec sa source, a préféré suivre et quitter donc le Japon pour l'Angleterre, et qui depuis survit plus qu'il ne vit. Il est convoqué en fait pour mener un rituel donc archaïque, très ancien, qui est donc le rituel de la création du lien. Pour ce faire, il va donc devoir en fait rencontrer Nino, qui lui aussi est un sang pur qui nous vient d'Italie et qui est le Benjamin donc du clan euh, des vampires italiens. Deux choses séparent donc Haruka et Nino. Haruka, lui, en fait, les liens, ça le débecte. En fait, il ne veut plus du tout ressentir et être lié à un autre vampire, parce qu'en fait, il a énormément souffert de la rupture du lien qu'il avait avec sa source, donc au Japon. Et de l'autre côté, en fait, on a Nino qui est un personnage qui, bien qu'il a eu un passé traumatisant, et qu'il cherche à s'éloigner un maximum de l'aristocratie vampiresque, est quand même un gros romantique et quelqu'un de très solaire. Et pour donc la cérémonie donc, du lien qu'ils doivent superviser,
Haruka va donc proposer à Nino en fait de le rejoindre dans sa demeure donc anglaise afin qu'il puisse bah, s'éduquer, se renseigner et lire en fait l'espèce de bible, de recueil que toute la famille donc de Haruka, donc son père, son grand-père, a créé en recueillant en fait des témoignages et autres sur la fameuse cérémonie du lien. Et donc vous doutez bien que petit à petit en fait, Haruka et Nino vont se rapprocher et devenir de plus en plus intimes. J'ai des sentiments assez mitigés avec ce roman. Du point de vue de la romance, j'ai adoré. On est vraiment sur un slow burn. J'ai adoré le personnage de Haruka, j'ai adoré le personnage de Nino. Je les ai trouvés qu'ils étaient très profonds. J'ai adoré leurs faiblesses, que ça soit à cause de la rupture du lien de Haruka ou que ce soit à cause du passé traumatisant de Nino. Et j'ai vraiment adoré en fait qu'au contact de l'un et l'autre, ils vont quasiment en fait surmonter en fait leur traumatisme et que petit à petit en fait leurs sentiments vont devenir de plus en plus forts, la confiance va se créer et petit à petit un lien va se créer entre deux sans être pour le coup au début un lien dit vampiresque. Et franchement, toute cette partie était extraordinaire, excellente. J'ai adoré la mythologie que Carla en fait a créée. C'est extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement bien développé. Ça change de ce qu'on a l'habitude. J'ai aimé sa plume, qui a un petit côté plume historique. Mais de l'autre côté, il m'a manqué deux, trois petites choses. Surtout, il m'a manqué d'action. En fait, on est vraiment dans, je ne vais pas dire un roman très introspectif, ce serait pas réellement le bon terme, mais en fait, c'est très lent. En fait, on y parle des sentiments de l'un, de la vie de l'autre. C'est limite tranche de vie, on les suit dans leur découverte de l'un à l'autre, dans leur découverte sur le lien, sur ceci, sur cela. Et en fait, il se passe pas grand-chose. Et quand il y a des moments où il pourrait avoir de l'action, eh ben, c'est rapidement envoyé. Ce qui fait qu'en fait, on a un roman en fait qui est, pour le coup, une romance, mais très plate en fait. C'est ça. Et j'ai regretté ce manque d'action. J'ai aussi en fait eu un petit peu de mal en fait à m'habituer en fait à la construction des chapitres, à savoir que on a donc un double point de vue, mais en fait, il n'est pas indiqué clairement. Ce qui fait que des fois, en fait, j'étais obligé de relire une ou deux fois certains passages pour savoir si c'était vu du point de vue donc de Haruka ou de Nino. Et des fois, ça m'a un petit peu laissé perplexe. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un roman que j'ai apprécié et dont j'ai envie de découvrir la suite, tout en espérant, pour le coup, qu'il y aura plus d'action dans le tome 2, surtout qu'en fait, il y a énormément de petites choses qui ont été mises ici et là dans le tome 1, comme parler de la grande disparition, ou comme l'arrivée d'un sang pur mystérieux, de la disparition d'un autre vampire et autres. Et toutes ces petites choses, en fait, pourraient vraiment, vraiment faire on pourrait avoir un tome 2 avec beaucoup d'action, et c'est ce que j'espère que j'aurai. Le dernier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit donc de Flawless, le tome 1 de la série Chestnut Springs de Elsie Silver aux éditions BMR, dans lequel on y suit la romance entre Rhett Eaton et Summer Hamilton. Rhett, c'est un bull rider, donc à savoir que son métier, c'est donc de faire du rodéo sur des vachettes surexcitées et de tenir le plus longtemps possible dessus. De l'autre côté, on a Summer, qui est donc la fille de l'agent principal qui représente Red. Sauf que lors d'une des compétitions, il va avoir un petit scandale, enfin petit, entre guillemets, qui va éclater, car Red va être filmé à son insu en train de dire qu'il déteste le lait, alors que l'un de ses partenariats principaux est une grosse compagnie laitière canadienne. Va donc être décidé que Summer va devenir son agent et babysitter et va le suivre entre deux compétitions pour essayer donc de le maintenir en laisse, si je puis dire, et redorer un peu son blason. J'ai bien aimé ce roman. Franchement,
il y a des très très bons points positifs. Déjà, j'adore le côté small town. C'est franchement quelque chose qui fonctionne toujours avec moi. Franchement, j'adore quand on est dans des petits villages avec des histoires de famille, avec plein de personnages. Franchement, ça marche toujours avec moi. Et là, franchement, dès le début, ça fonctionne super bien parce qu'on y découvre toute une fratrie. Donc la fratrie Eaton avec par exemple Beau et Cad. Cad qui est donc un père de famille et donc le frère de Red, mais qui est très 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 grumpy et très protecteur. J'ai aimé en fait le côté aussi au début enemies to lovers. C'est pas réellement ça en fait. C'est surtout en fait que Red ne supporte pas en fait qu'on lui donne enfin, qu'on le tienne en laisse. Il ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Et d'un coup, en fait, débarque Summer et il a l'impression qu'on va lui priver de sa liberté et qu'on va lui dire quoi faire. Et ça, il ne le supporte pas. Donc, il va décider en fait de mener un peu la vie dure au début. Donc, à Summer, sauf que c'est sans compter que Summer, elle a un caractère assez fort et que pour le coup, elle va quand même réussir en fait à lui tenir tête et à lui faire ce qu'elle décide un petit peu. Donc petit à petit, elle va le faire se réentraîner et autres, et elle va l'aider à redorer son blason. Et de ces interactions va naître une romance petit à petit, et une romance assez profonde parce que Summer va apporter quelque chose à Red qu'il n'arrivait pas à avoir jusqu'à présent, parce que toute sa famille en fait n'aime pas la carrière et le choix de carrière qu'il a fait de monter des taureaux, parce qu'ils ont peur pour lui, et donc en gros en fait il a personne pour le soutenir. Et de l'autre côté en fait on a Summer en fait qui va se découvrir ça et va tout faire pour le soutenir et l'aider dans cette carrière et surtout dans ce dernier championnat qu'il souhaite faire. Là-dessus, franchement, c'était franchement top. Surtout en fait qu'on découvre en fait que les deux personnages, ils ont des crevasses, des fragilités. On a par exemple Summer qui traîne un passé assez difficile avec un ex. Et aussi, elle a beaucoup de mal en fait parce qu'elle est la fille illégitime donc de son père, donc Monsieur Hamilton, qu'il a eu hors mariage. Et donc, en fait, elle a des relations plus que tendues et plus que froides avec sa belle-mère et sa demi-sœur Winter, avec qui pourtant elle aimerait tisser des liens. Franchement, là-dessus, c'était vraiment top. J'ai adoré donc tout le milieu du rodéo. J'ai aimé en fait les interactions entre les personnages. Franchement, rien à redire. Par contre, le point qui m'a vraiment dérangé, c'est les soucis de traduction, parce qu'on doit vraiment être sur une traduction linéaire, enfin pas linéaire, mais comment on dit, littérale. Littérale, c'est ça? Enfin, donc mot pour mot, on a l'impression des fois que c'est du Google Trad, qui n'a pas eu de relecture, et en fait, on loupe. Il y a des expressions américaines qui ont été traduites littéralement, et en fait, elles n'ont pas de sens en français. Et ça m'a troublé en fait. Des fois, je relisais des passages, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout en plus que des fois, en fait, il manque des mots. Donc, on lit deux fois de suite la phrase parce que déjà, la traduction étant un petit peu bancale à certains moments, on a déjà du mal. Mais en plus, quand il manque des mots et qu'il y a quelques fautes d'orthographe, ça devient parfois pénible à lire. Et surtout, en fait, le gros problème qu'il y a eu, je trouve, c'est que c'est les scènes de sexe, tout du moins le vocabulaire utilisé. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait quasiment en fait une dysphorie entre le personnage de Summer et la manière dont elle s'exprime et la manière dont les scènes de sexe sont faites. C'est comme si en fait il y avait deux personnages, un dédoublement de personnalité. J'ai trouvé en fait que ces actions, les termes utilisés ne collaient pas du tout avec les personnages. Et bien que les scènes de sexe sont super sympas, franchement là-dessus j'ai rien à dire, elles sont bien. J'ai simplement trouvé qu'elles ne collaient pas au personnage. Pour autant, au final, c'est une histoire que j'ai appréciée parce qu'il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Le côté small town, les personnages, et surtout, je suis extrêmement curieux d'avoir l'histoire, de de Cad, oui, pas Cade, Cad, qui est donc le frère plus âgé et donc aîné
de Red et qui est père de famille, parce que moi, les single dad, c'est mon truc. Et en même temps, en fait, j'ai envie d'en savoir plus sur le personnage de Winter, la demi-sœur de Sam Summer, qui à la fin en fait du roman en fait voit toute sa vie s'écrouler euh, par certaines révélations. Et j'ai envie de voir comment elle va rebondir et qu'est-ce que l'auteur a prévu pour elle. Je vous ai donc présenté 4 titres qui sont très différents. On a eu donc de la romance MM, de la romance MF, de la romance paranormale, du young adult. Je vous ai présenté des titres qui m'ont laissé perplexe, dubitatif, comme a pu l'être Flawless, par ses soucis de traduction, mais qui en même temps m'a donné envie d'en découvrir plus grâce à son histoire et ses personnages. On a eu des lectures un peu plus à demi-teinte, comme Le sang qui nous lie, qui est une lecture qui était extrêmement passionnante, que j'ai beaucoup aimé par son univers, mais en même temps que j'ai trouvé qu'il manquait d'action. Il y a eu un coup de cœur avec Si ça s'apprend, donc ce young adulte qui suit 4 adolescents dans un groupe mondialement connu. Et au final, je suis assez content de ces 4 lectures. En tout cas, si vous, ça vous a donné envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et si dans le cas contraire, vous les avez déjà lus et que vous avez un avis contraire ou qui suit le mien, n'hésitez pas non plus à m'en dire plus dans les commentaires ou sur Internet ou sur Instagram. Je vous mets mon compte juste là. Dans tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et à vous présenter ces 4 titres. C'était Loïc, aka Red Reading, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!